Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le dernier jour de février 1525, un messager arrive de nuit bride abattue à l'abbaye Saint-Just de Lyon, où réside la régente Louise et ce qu'il reste de la cour de France. Je dis ce qu'il reste, à savoir les dames et les seigneurs trop âgés pour avoir combattu outremont, c'est-à-dire en Italie. Le cavalier est porteur, hélas, d'une terrible nouvelle. Il vient annoncer à la mère de François Ier que son fils a perdu la bataille de Pavie et qu'il l'a perdue à plate couture. On connaît la formule employée par le roi lui-même, elle a d'ailleurs été déformée. En gros, on dit, c'est ce qu'on apprend à l'école, « Madame, tout est perdu, fort l'honneur ». Et encore, quel cas faire de l'honneur français lorsque le souverain lui-même a été fait prisonnier et se retrouve captif de son grand ennemi, l'empereur Charles Quint. Didier Le Fur, dans son magnifique François Ier, nous dit « Jamais depuis la bataille de Poitiers, en 1356 bien sûr, et depuis l'arrestation de Jean II par le prince noir, jamais un roi de France n'avait connu tel affront. Jamais non plus, depuis Azincourt en 1415, autant de nobles et de capitaines français n'avaient été arrêtés sur un champ de bataille. Jamais enfin, au cours d'un conflit armé, tant de gens de bien n'avaient trouvé la mort en même temps. La défaite de Pavie n'était pas seulement un échec militaire cuisant, elle était un désastre immense pour le royaume et un raté spectaculaire pour François Ier. Un roi François Ier qui, après s'être vaillamment battu, même si c'était totalement en dépit du bon sens, et après avoir été blessé, est donc aux mains de l'ennemi. Et pendant ce temps, la régence est donc assurée par sa mère, Louise de Savoie, qui va avoir fort à faire, toute seule, si je puis dire, pour tenir à flot un royaume qui fait eau de toutes parts. Vous imaginez bien que les grands seigneurs, les communes, toutes sortes d'intérêts locaux vont se manifester pour essayer de profiter de la faiblesse de la monarchie. Il faut par ailleurs qu'elle négocie avec toute l'Europe pour permettre la libération de son fils. Les conditions de détention imposées par Charles Quint au roi de France sont très dures. François a été transféré en Espagne au mois de juin. Il est d'abord à Valence, puis à Madrid, dans le donjon de l'Alcazar, un endroit assez sombre, au milieu d'une immense plaine aride, avec pour seule ouverture une fenêtre barrée d'une double grille de fer, inaccessible, très haute. Le roi déchu maintenant, ou en tout cas le roi captif, pour être plus exact, n'a aucune chance de s'en échapper. Les sentinelles montent la garde juste devant l'entrée de ce qui pourrait passer pour une cellule. En France, sa mère se morfond, sa sœur aussi se morfond, Marguerite, sa chère sœur de 2 ans plus âgée, sa chère sœur si proche de lui, si aimante, que la chronique est allée jusqu'à leur prêter une relation incestueuse. Marguerite, née Marguerite d'Angoulême donc, est devenue par son mariage Marguerite d'Alençon. Oui, sauf que le duc d'Alençon, qui a survécu à Pavie, vient de rentrer à la cour tout couvert de honte. On l'accuse d'avoir mal secouru son beau-frère, d'avoir tourné bride sur le champ de bataille, d'avoir été, pire qu'un mauvais allié, une sorte de traître doublé d'un couard. Comment le prince pourrait-il supporter les regards en coin, les chuchotements sur son passage ? Il tombe très vite malade. Je cite Jean-Luc Dejean. Charles d'Alençon n'avait guère brillé à Pavie. Certains, bien à tort, le rendaient même responsable de la défaite. En meurt-il de chagrin ou seulement d'une bronchite ? Quoi qu'il en soit, il meurt. Il meurt et Marguerite est donc veuve. Or, c'est à elle que songe sa mère pour partir pour l'Espagne, négocier avec l'empereur, soutenir le moral du roi captif et, le plus tôt possible, le ramener parmi les siens. C'est donc dans sa robe blanche de deuil, nous dit Jean-Luc Dejean, dans sa robe de deuil que Marguerite s'embarque pour l'Espagne, à Aigues-Mortes, le 28 août. Franck Ferrand sur Radio Classique. Une suite nombreuse l'accompagne pour l'honorer, nous dit-il. 300 cavaliers, écrira-t-on. Mais que n'écrit-on pas dans ces mois confus ? Certains affirment que la veuve d'Alençon est fiancée avec le traître Bourbon. D'autres qu'elle se rend à Madrid non seulement pour délivrer son frère, mais pour épouser Charles Quint. Dans la France, dans l'Europe entière, les courriers s'éparpillent, propageant par leurs messages des rumeurs contradictoires qui n'ont en commun que leur absurdité.
Après une dure traversée, Marguerite prend terre à Palamos, gagne Barcelone, accueillie avec les honneurs qu'on doit à une princesse. Son escorte de seigneurs et de dames d'honneur gagnera Madrid par Saragosse avec la noble lenteur des cortèges officiels. Hélas, une lettre de Montmorency qui se trouve être captif avec François Ier, il est à Madrid. Une lettre arrive portant une affreuse nouvelle. François Ier est tombé malade dans sa prison, son mal empire de jour en jour et maintenant sa vie est en danger. Franck Ferrand sur Radio Classique. Marguerite oublie tout, nous dit Jean-Luc Dejean. Son rang qui l'oblige à parader parmi les servants, l'embarras des bagages, le train des mules de bas. Elle saute à cheval, part au galop vers Madrid, 40 à 50 kilomètres parcourus chaque jour, nous diront les témoins. L'escorte ne résiste pas à cette allure d'enfer. Elle abandonne les plus longs. Elle éparpille en chemin la plupart des autres, Villiers de l'Isle-Adam, les dames d'honneur, les gens d'église. En chemin, vous avez bien compris qu'elle court, elle accourt au chevet de son frère qu'on dit très malade. En chemin, elle laisse sur place le nonce Salviati qui la précédait. Elle le dépasse en volant, écrira-t-il, le long de raccourcis à se rompre le cou. Elle galope jusqu'à la limite de ses forces dans ce que nous pourrions appeler respectueusement une chevauchée de western. Et l'on comprend qu'elle soit bien fatiguée, Marguerite, lorsqu'elle finit par arriver couverte de poussière au pied du donjon où son frère est captif. C'est l'empereur lui-même qui est venu pour l'attendre et qui lui fait les honneurs. Un empereur dont on dit qu'il n'est pas insensible au charme de Marguerite d'Alençon. On dit même qu'il aurait essayé d'empêcher les seigneurs de la cour de s'entretenir avec elle. Il voulait être le seul, en quelque sorte, à avoir ce privilège. Un témoin affirme, elle traînait tous les cœurs après elle. C'est presque le vers de Racine, ça. Marguerite d'Alençon est donc conduite à la chambre de son frère, qui est très malade, et lorsqu'elle arrive, elle le découvre méconnaissable, François. Elle ne le reconnaît d'ailleurs quasiment pas, il est tellement pâle, amaigri, infiniment triste. On ne sait même pas si dans un premier temps il la reconnaît, en tout cas il ne prononce pas un mot. Charles Quint est obligé d'insister. « Voici votre sœur, dit-il au roi de France. Elle a fait le plus inouï des voyages pour vous voir. » Mais François Ier détourne le regard et 3 jours plus tard, le 22 septembre, on pense qu'il est entré en agonie. Sa fièvre a beaucoup empiré, la mort paraît imminente. Les médecins disent 3 jours encore. Et Marguerite rassemble tous les fidèles autour du roi. La petite cour va donc s'entasser dans la petite pièce et s'agenouiller pour réciter la prière aux agonisants. Elle va faire dresser, Marguerite, un autel de fortune devant lequel on pourra dire la messe. C'est l'archevêque d'Embrun qui officie, et au moment de l'élévation, le prélat s'approche du roi mourant et d'une voix forte, il l'exhorte à regarder le Saint-Sacrement. Et le roi ouvre un œil, il fixe la grande hostie, il amorce un geste du bras, et Marguerite, qui voit qu'il peine à communier, va lui proposer elle-même l'hostie. Et là, contre toute attente, le roi se met à parler. « Dieu me sauve l'âme et le corps, dit-il. » Il implore sa sœur de lui permettre de recevoir cette hostie, même si l'évêque d'Embrun paraît s'y opposer, il trouve que ça n'est pas raisonnable. Marguerite détache un morceau de la grande hostie et la passe quasi de force entre les lèvres de son frère mourant. François Ier a réussi à se soulever pour l'occasion. Et ce qui est extraordinaire, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, c'est sans doute à la fois un choc psychologique, mais aussi il y a eu un acte, quelque chose de physique probablement. Il est possible que ça ait crevé l'abcès. L'effort que le roi a fait, tout simplement, a peut-être permis de le sauver. Toujours est-il que le surlendemain, il sera déclaré tiré d'affaire, et une semaine après, le voilà qui commence à recouvrer la santé. François Ier couvre enfin sa sœur de baisers, il la considère comme son sauveur, et il a sans doute raison. François Ier n'en est pas moins captif. C'est maintenant la négociation diplomatique qui va commencer. Alors ça s'annonce assez délicat. Pour l'instant, tout a échoué. On craint un démantèlement du royaume, bien entendu. Mais Marguerite est là, qui y croit. Et d'ailleurs, au début, lorsqu'elle rencontre Charles Quint et ses conseillers à Tolède, tout se passe plutôt bien. Je cite Brantôme. « Elle triompha de bien dire et bien haranguer, et avec une bonne grâce dont elle n'était pas dépourvue, et fit si bien par son beau dire qu'elle s'en rendit plus agréable qu'odieuse, d'autant qu'avec cela elle était belle, jeune, en la fleur de son âge. » Ça, c'est Brantôme qui ne peut pas s'empêcher, qu'est-ce que vous voulez.
Marguerite va poser les conditions que la cour de France lui a permis de mettre sur la table. Elle propose une rançon, mais rien n'y fait. Charles Quint veut la Bourgogne en échange de la libération de François Ier. Marguerite refuse, bien entendu. De toute façon, elle n'a pas licence pour libérer, pour offrir, si je puis dire, cette région, cette province du royaume. Elle se montre même assez menaçante. Elle lance à Charles Quint: si mon frère venait à mourir par votre vigoureux traitement, sa mort n'en demeurera point impunie, ayant des enfants qui quelques jours deviendront grands et en feront vengeance signalée. Elle décide à ce moment-là, elle, de revenir à Madrid. Il y a plusieurs semaines de tractations qui sont difficiles avec le chancelier Gattinara. Elle devient l'amie de la sœur de Charles Quint, Éléonore d'Autriche, qui est veuve elle-même, qui était promise un temps au connétable de Bourbon. Évidemment que Éléonore a refusé d'épouser ce traître à la couronne de France, mais la perspective d'un mariage avec François Ier, qui est accepté à contre-cœur par Charles Quint, fait un peu évoluer la négociation. Il n'empêche, l'empereur veut toujours la Bourgogne. Le roi de France, lui, s'y refuse. Bientôt, le sauf-conduit dont bénéficiait Marguerite va expirer et il n'est pas prolongé. Les négociations sont donc abandonnées. La princesse Marguerite d'Alençon va repartir d'Espagne. Elle va rentrer en France à la fin de l'année 1525 avec dans ses bagages l'acte d'abdication de son frère en faveur de son fils aîné. Un acte qui est secret à ce moment-là. Les négociations ont échoué, mais l'essentiel a été assuré par Marguerite d'Alençon qui a tenu tête à Charles Quint. Les conditions de détention de son frère sont moins rigoureuses. Elle a maintenu intact le royaume de France. Voici ce que nous dit Humbert de Saint-Amand dans Marguerite d'Angoulême, sœur de François Ier. Le dévouement de Marguerite était plus utile à François qu'une armée. Le cœur d'une femme avait trouvé plus de ressources que l'esprit des diplomates et que la science des hommes d'État. Tout était prêt en vérité à un accord. Ça va être une rançon terrible accompagnée d'une sorte de prise d'otage puisque les fils de François Ier vont partir pour l'Espagne. Toujours est-il qu'on va signer à Madrid un traité bien moins dur que l'issue de la bataille de Pavie n'aurait pu le faire craindre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors Marguerite sera récompensée de ses bons offices. Louise de Savoie fait don à sa fille du duché d'Alençon et du comté de Perche. Le frère, de nouveau en France, va ajouter le duché de Berry. Ça n'empêchera pas François Ier de reprendre sa guerre avec Charles Quint, de chercher l'alliance du roi d'Angleterre. Et à cette occasion, on parle de marier Marguerite au roi d'Angleterre. Sauf qu'elle s'était prise de quelqu'un d'autre, figurez-vous, d'Henri d'Albret, qui est roi de Navarre. Petit territoire, la Navarre, la partie sud au-delà des Pyrénées appartient à la couronne d'Aragon, lui possède la partie nord, ce qu'on appelle la basse Navarre. Pourquoi est-ce que François Ier accepterait ce mariage ? En fait, les deux hommes se connaissent. Henri d'Albret est l'allié de François Ier en Italie, il a participé d'ailleurs à ses campagnes. François n'oublie pas qu'il s'est évadé alors qu'il était comme lui prisonnier après la défaite de Pavie. Et le 16 avril 1525, Henri s'est échappé donc du château de Pavie. Un de ses pages avait pris sa place dans son lit, emmitouflé sous des draps. Il avait fait croire qu'il était très malade et donc il avait réussi, le jeune et brillant prince, à l'intelligence et à la bravoure hors du commun, il avait réussi à regagner la France. Alors il y a un écart d'âge entre Marguerite qui a 34 ans et Henri qui n'en a que 23. C'est peut-être ce qui lui plaît à Marguerite d'ailleurs. Toujours est-il que le mariage est célébré à Saint-Germain-en-Laye le 24 janvier 1527. La duchesse d'Alençon devient donc, elle signe Marguerite de France d'ailleurs dans le contrat de mariage, elle devient donc la reine de Navarre. François Ier va combler les nouveaux mariés de présents, de promesses, des promesses dont la plupart ne seront pas tenues. Il faut vous dire que Marguerite de Navarre, qui avait été depuis toujours très ouverte aux idées évangéliques, qui était pour une conception beaucoup plus littérale de la religion, sans être tout à fait réformée, va devenir peu à peu, avec son installation au château de Pau, avec peu à peu le rôle qu'elle joue aux côtés de son mari, elle va devenir un emblème de la réforme. C'est assez extraordinaire ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire une princesse de France née catholique qui, tout en étant la sœur du roi François Ier, va devenir en quelque sorte le point de ralliement, la protectrice de ceux qu'on n'appelle pas encore les protestants. Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et puis, je me rends compte que le temps passe et que je n'ai pas encore parlé de cela, mais celle qu'on appelle la perle des Valois ou la Marguerite des Marguerites est aussi non seulement une femme lettrée et cultivée, mais est une véritable poétesse, corps féminin, cœur d'homme et tête d'ange, disait son ami Clément Marot, qui louait la capacité qu'elle avait de faire de beaux vers. Je cite également Maurice Rat. Elle eut les plus beaux yeux du monde et les plus doux sourires. De ce sourire qu'ont à en croire Brantôme, les princesses de Valois. Elle triomphait pleinement dans la vie et dans les écrits du plus bel amour courtois. Il n'en est pas de plus beau modèle que cette princesse qui honora nos lettres et l'histoire, dit-il, et qui, sœur d'un monarque, eut la chance d'être encore la grand-mère d'Henri IV. Et oui, puisque par sa fille, Jeanne d'Albret, sa fille qui naît en novembre 1528, elle sera la grand-mère d'Henri IV. Je cite encore Maurice Rat. Celle que Michelet, qui n'est pas suspect d'une trop grande complaisance quand il parle du souverain François, nous dit-il, assure de son éternelle reconnaissance parce que, disait Michelet, son giron charmant fut le nid de la liberté. En tout cas, elle sera une auteure digne de ce nom. Elle va écrire remarquablement, notamment son chef-d'œuvre, l'Heptaméron, qu'elle met au point dans les années 1540, avant de mourir à peine 2 ans après la disparition de son frère, près de Tarbes, à Odos, en 1549. On peut dire que au moment où elle meurt, Marguerite laisse derrière elle cette fille qui va être un des grands personnages du siècle à venir, cette Jeanne d'Albret. Ça aura été un des motifs de discorde avec son frère, avec le roi François, qui voulait marier sa nièce contre son gré à un prince allemand, ce qu'il a fait du reste. La princesse s'éloignera sur le tard de ce frère trop aimé, essentiellement pour les questions religieuses que je viens d'évoquer. Elle aura été peut-être d'une certaine manière trop éclairée dans une époque trop sombre. Vous écoutez Radio Classique.